Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer, encore une fois pour le contrôle continu, l'article de Rome et Conway en 2018 dans laquelle il y a du boulot ce soir, 7 études qui ont été présentées. Donc un article, 7 études. Mais au final, je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors tout d'abord, on va parler du cadre théorique. Donc là, on est tout simplement dans le jugement lorsque une personne fait des dilemmes moraux. Alors un dilemme moraux, c'est simplement lorsque la personne doit commettre un préjudice pour que le résultat soit meilleur. Et les auteurs se demandent si en fait il n'y aurait pas une partie sociale là-dedans qui pourrait, au travers du jugement, changer le résultat du dilemme. Alors pour donner un exemple de dilemme moraux, on a celui créé par Foote en 1967 où il s'agit d'un chariot à la dérive qui fonce en fait vers 5 personnes et qui du coup risque de les tuer. Et nous on est là, petit être que nous sommes soumis au dilemme, à pouvoir ou non appuyer sur le levier pour en fait que le chariot se décale, change de rail, pour en fait aller tuer une autre personne qui à la base ne devait pas se faire tuer. Donc là le préjudice c'est qu'on tue une personne, mais finalement on aura un meilleur résultat car on aura 5 autres de sauvés. Donc voilà l'exemple typique de euh, dilemme moral, dilemme moraux, un dilemme moral je dirais. Donc en fait, à la base on a défini ça avec un premier modèle pardon, où en fait il y aurait un conflit entre deux processus, un processus affectif et cognitif. Donc le processus affectif euh, rejetterait l'idée de nuire en fait, donc rejetterait l'idée de faire le préjudice. Donc dans l'exemple c'est de appuyer sur le levier, alors que la partie cognitive inciterait à nuire, et donc par exemple dans l'exemple de foot, à appuyer sur le levier pour en fait nuire pour des résultats meilleurs. Et donc ça c'est tout simplement le premier modèle créé par Kane en 2001, et c'est le modèle à double processus du jugement moral. Donc c'est quand il y a en fait l'affectif contre le cognitif, ces deux-là rentrent un peu en compétition, et le résultat est finalement tranché par notre morale, entre guillemets. Et donc, en fait, les auteurs ont observé dans la littérature qu'il y avait une part sociale qui pourrait venir basculer qui pourrait basculer en fait la décision par rapport au dilemme. Car souvent, en fait, ce qu'on a observé dans la littérature, enfin ce que les auteurs ont observé, c'est que suivant la décision qu'on prenait, il y avait des jugements que ceux qui nous percevaient faire cette décision, pouvaient apporter. Donc typiquement, si on refusait de nuire, donc autrement dit on laissait juste le destin se faire et c'est 5 personnes qui mouraient, on était perçu comme... Enfin, on nous percevait comme plus chaleureux et émotif. Donc c'était des traits qu'on nous donnait lorsque on choisissait de ne pas nuire. Et au contraire, lorsqu'on choisissait de nuire, donc là c'est plus la part cognitive qui gagne, entre guillemets, là, le jugement qu'on va porter sur nous, par rapport à notre décision, ça va être qu'on va nous donner des traits compétents et logiques. Et donc en fait, face à cette... J'ai écrit pression sociale, mais c'est face à cette présence d'autrui, en fait, grâce à cette décision, on peut choisir, on peut modifier son dilemme, enfin on peut modifier sa réponse au dilemme, pour choisir en fait lequel de ces deux catégories de traits nous flatterait le plus en fait. Est-ce on veut être perçu comme chaleureux et émotif, ou est-ce qu'on préfère être perçu comme compétent et logique aux yeux d'autrui? Il y a aussi un truc très important à piger pour la suite, c'est le meta-inside, aussi appelé la méta-perception. En fait, c'est est-ce qu'on a conscience que les autres vont nous juger ou nous voir d'une certaine façon en fonction de nos actes? Donc par exemple, c'est est-ce que on a conscience que si je fais... euh, est-ce que la personne a conscience que si elle dévie le train, enfin elle dévie le chariot ici, est-ce qu'elle va prendre conscience que les autres
vont la juger comme chaleureuse et émotive. Donc c'est ça la méta-perception, c'est ce qu'on arrive à voir ce que les autres vont penser de nous. Donc oui, ça apporte une certaine désirabilité sociale au sens où on peut un peu modifier par rapport à l'autre comment on a envie d'être perçu en fait. Parce qu'en fait, ce jugement moral où en fait cette balance chaleureux, compétence et deux traits de personnalité reste très important pour en fait n'importe qui. Et le jugement moral reste important pour la personne et son but bien évidemment c'est d'être considérée comme chaleureuse, compétente, de façon, enfin, être jugée, évaluée de manière positive quoi. Et donc ça peut amener une distinction entre l'auto-perception du dilemme et la méta-perception. Donc autrement dit, est-ce que moi je me vois d'une telle façon après cet acte et est-ce que les autres euh, me verront de cette même façon? Donc la auto-méta-perception, c'est la petite distinction. Et donc du coup, les auteurs ont fait sur plusieurs années, il me semble, 7 études pour 3 questions. Donc la première, c'est est-ce que en fait, dans l'ensemble, les sujets ont une bonne méta-perception en ce qui concerne les traits de chaleureux et de compétent. Donc, autrement dit, je répète juste encore une fois, chaleureux, c'est qu'en fait, on ne... Ah oui, j'ai fait l'idiot, je me suis trompé tout à l'heure. Donc chaleureux, c'est quand on ne fait pas l'action et qu'on laisse la majorité mourir. Et compétent, c'est quand on fait l'action et qu'on laisse... euh, Attendez, je m'embrouille. Je vais recommencer. Chaleureux, c'est quand on ne fait pas l'action et qu'on laisse euh, la majorité mourir. Donc il n'y a pas de préjudice. Compétent, c'est quand on fait le préjudice. Donc là, il y a une personne qui va en pâtir, mais finalement, le résultat est meilleur car les 5 autres seront sauvés. Donc si là, par exemple, on décide de dévier le chariot, on sera considéré comme compétent. Si on décide de ne pas le dévier, on sera, on sera jugé par autrui comme chaleureux et émotif. Et donc c'est est-ce que ça, les gens en ont bien conscience en fait? Donc là, c'est la première question. Ensuite, ils ont étudié si... Enfin, ils ont posé l'hypothèse que le choix du dilemme pouvait être modifié en fonction de la qualité la plus appréciée dans la situation. Donc autrement dit, est-ce que la situation a des attentes comme quoi on s'attend à ce que je sois, par exemple, plus chaleureux? Est-ce que ça va modifier ma décision face au dilemme? Et la dernière, elle pose des questions sur des stratégies de communication qui permettraient de contrebalancer le choix. Donc, par exemple, en justifiant ses propos, est-ce qu'on pourrait venir contrebalancer, en fait, l'impact du jugement suite à la décision? Donc, par exemple, on me juge comme chaleureux et émotif. Est-ce que, avec une certaine justification, je peux aussi remonter la partie compétence, autrement dit? Et on commence tout de suite avec les 3 premières études, où là, en fait, ça se passe, pour les 2 premières du moins, avec le dilemme du bébé qui pleure. Alors en fait, c'est un truc un peu cruel, c'est le but des dilemmes moraux. En fait, on est en guerre, et il y a des soldats qui se battent, et là, en fait, on est dans le camp qui est en train de perdre globalement. Donc là, on est caché avec d'autres soldats, et là, hop, bah, on a un bébé qui est en train de pleurer. Donc là, ça va attirer les soldats ennemis qui vont venir nous buter, quoi. Et du coup, on a deux solutions, soit on étouffe le bébé, et dans ce cas, les soldats ne nous entendent pas et on survit. Donc là, il y a le préjudice qui est commis au sens où on étouffe le bébé. Ou sinon, on laisse le bébé pleurer et finalement, on se fait tous, on se fait tous tirer dessus, quoi. Et donc là, à travers ce dilemme, il va y avoir 3 conditions dans l'expérimentation. Soit, en fait, suivant la décision prise, on va évaluer quelqu'un d'autre. Donc on va évaluer toujours pareil en termes de enfin si la personne est chaleureuse et compétente, donc on évalue les deux. Euh, Soit on s'évalue nous-mêmes suite au dilemme. Et la troisième condition, c'est on doit estimer comment une autre personne nous évaluerait en fonction du choix qu'on a fait. Donc là, c'est la condition ici, méta-perception, comment l'autre me jugerait.
Et donc là, en fait, ça fait un petit plan avec 12 groupes, en fait, parce qu'il y a 3 conditions. 2 décisions, donc soit on fait la décision, ils appelleront ça dans l'article ARM. Donc ARM, H-A-R-M, c'est pour le mal, en fait. Donc est-ce qu'on fait le préjudice ou est-ce qu'on ne le fait pas? Préjudice, c'est par rapport à la compétence. Pas de préjudice, c'est par rapport à l'émotionnel, globalement. Et aussi personnalité. Ah oui, personnalité, ça c'est en fait comment les autres du coup estiment c'est en fait les résultats au score globalement. Et justement pour la personnalité, donc chaleureux, compétent. Donc il y a 2 scores, donc un de chaque. Donc il y a 4 items pour estimer que la personne est chaleureuse et 5 items pour estimer que la personne est compétente. Bon alors comme résultat ils ont observé une corrélation modérée entre compétence et chaleur. Donc ça veut dire que de façon modérée, plus on va être estimé comme compétent, plus on va être estimé comme chaleureux globalement. Là, c'est une corrélation modérée, donc attention, faut pas que j'aille trop dans la généralisation, quoi. Donc, la plupart du temps, ils ont fait des ANOVA. Et donc là, il y a eu un effet significatif de la cible et de la décision. Donc en fait, ça veut dire que les résultats n'étaient pas les mêmes en fonction de la condition. Donc est-ce qu'on évalue autrui? Est-ce qu'on évalue soi? Ou est-ce qu'on évalue comment l'autre m'évaluerait? Et du coup, la décision, c'est-à-dire qu'une différence significative suivant notre décision, donc préjudice ou non préjudice. Et bien évidemment, là, la VD, en fait, c'est bien évidemment en fait la personnalité, en fait, tout simplement. Donc personnalité, compétence et enfin chaleureux, ça c'est 2 personnalités en fait, qui servent donc de 2 VD. Et donc pour cette première étude, les résultats montrent une correspondance entre la condition Hauser et la condition métaperception. Donc en fait, ça montre que les personnes, les sujets de cette étude du moins, ils ont conscience qu'autrui vont faire des inférences sur nos traits à partir de leur comportement. Donc ils savent que il va me juger comme ça en fonction de ce que je fais. Donc dans la deuxième étude, ils ont fait un peu pareil, avec le même dilemme notamment, mais ils ont juste fait 2 conditions où en fait c'était uniquement la partie métaperception. Donc quelqu'un va regarder ma décision et va me juger. À votre avis, comment il va vous juger? Et donc là, on précise que la communication était normale. Donc autrement dit, vous avez fait préjudice, lui il a reçu que vous ayez fait préjudice. Ou sinon, condition erreur, vous avez fait un préjudice, mais lui, il a reçu comme quoi vous n'aviez pas fait de préjudice. Donc là, en fait, lui, il reçoit en fait l'action, la décision contraire de ce qu'il a réellement fait. Et donc là, il y a encore un effet significatif par ANOVA de la communication. Donc ce qui signifie qu'en fait, lors de la métaperception, les sujets prennent en compte les informations qu'ont les autres, donc qu'elles soient vraies ou fausses. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque le sujet prend conscience, par exemple, qu'il a fait un préjudice, mais que l'autre personne qui va le juger, l'évaluer, pense qu'il n'a pas fait de préjudice, alors cette personne va l'évaluer comme chaleureuse. Alors qu'en réalité, le sujet a bien évidemment fait le préjudice et donc ne devrait pas être jugé comme chaleureux, mais plus comme compétent. Alors pour ce qui est de la troisième étude, ils ont généralisé avec des Allemands. Encore une fois, que la condition métaperception, mais sur 10 dilemmes, toujours de la même sorte, qui ont été traduits. Et avec la Nova, on a toujours obtenu les mêmes résultats. Donc autrement dit, un effet significatif de la décision. Donc autrement dit, on ne t'attribue pas la même personnalité suivant la décision que tu fais. Donc comme d'habitude, c'est toujours préjudice ou non. Et donc, alors ça, par contre, je ne me souviens plus.
Ah oui, oui, il y avait un effet de personnalité, voilà, c'est ça qui me revient. Pour les 2 et 3, en fait, c'est un peu en dehors de ce qu'on peut penser en termes d'hypothèse. En fait, globalement, je suis pas sûr que ce soit très important à retenir, c'est que dans les expériences 2 et 3, globalement, en fait, euh, les sujets donnaient des résultats moins chaleureux et plus hauts en termes de compétences, mais significativement. Et c'est ça qui a un peu étonné, c'est que globalement, les résultats en compétences étaient plus élevés que les résultats pas en termes de chaleureux, et ce, quelles que soient en fait les conditions. Donc voilà, ça c'était le petit truc un peu étonnant. Et donc, ce que j'ai fait, pour simplifier les choses, c'est qu'on va en fait déjà résumer ce bazar. Parce que ça peut paraître un peu le bazar, mais en réalité ce n'est pas tant que ça. Où en fait, on a tout simplement une décision, où cette décision en fait suit la partie cognitive, ou soit elle suit la partie affective. Donc là, je suis un peu ce que représente le H. Je sais plus ce que représente le H, je suis désolé. Donc, soit on respecte les parties cognitives, soit on respecte la partie affective dans les décisions. C'est l'un ou l'autre. Donc, si on respecte la partie cognitive, donc on émet le préjudice, là, on va être perçu comme compétent et comme plus compétent, mais un peu moins chaleureux. Au contraire, si on suit notre part affective, donc on ne commet pas de préjudice, là, on va être considéré comme plus chaleureux, mais moins compétent. Et au contraire, s'il y a une erreur dans la communication, les sujets ont conscience de ça et vont inverser les résultats. Donc ils vont avoir conscience qu'en fait, la personne croit, donc j'ai pris cognitive, mais la personne croit que j'ai pris l'action affective, donc il va me juger de la sorte que ça corresponde à ce qu'il sait, donc l'affective, et vice-versa. Là, je ne sais pas si ce schéma est clair, j'espère qu'il l'est pour vous. Alors du coup, continue maintenant, deuxième partie, entre guillemets, avec les études de 4 à 5, où il y a la deuxième étude, la deuxième hypothèse, pardon, où en fait on cherche à savoir si le dilemme, la décision du dilemme peut être modifiée suivant la situation. Donc en fait, pour la quatrième étude, on a pris des étudiants et puis on leur faisait croire qu'en fait, on allait comparer les étudiants de différentes universités. Et ensuite, on leur dit, bah, on va vous comparer suivant vos compétences logiques ou suivant vos compétences émotionnelles. Donc là, ce que ça induit à l'étudiant, c'est, ah, je dois me montrer compétent logique ou je dois me montrer chaleureux et émotionnel. Donc ça va induire une sorte d'attente de la part de l'expérimentateur. Et donc en fait, les résultats de cette étude ont montré un changement significatif de la décision, donc de la décision au dilemme, en fonction du contexte. Donc ça signifie qu'en fait, il y a une auto-présentation présente dans le jugement, présente pardon, dans la décision du dilemme. Donc autrement dit, la personne va pouvoir s'auto-présenter d'une manière qui lui est favorable, donc se montrer de manière compétente et logique ou de manière chaleureuse et émotionnelle, et ça va pouvoir tout simplement aller dans son sens, dans ce que la situation souhaite enfin, dans la enfin, comment dire, ça va l'emmener dans le bon sens en fait, au sens où il va aller dans le sens de ce que la situation veut qu'il fasse. Voilà. Donc la situation 5, là, c'est fait avec des Américains, où en fait, là, il doit se mettre les sujets dans la peau d'un physicien militaire. Donc là, en fait, c'est toujours, quelles que soient les conditions, dans la peau d'un physicien militaire. La seule différence, c'est les attentes implicites. Donc on précise en fait le côté chaleureux du métier, et l'autre le côté compétent. Compétence du métier, donc la part militaire en fait. Et là, ce qui est présenté, c'est le dilemme du chirurgien. Donc soit on laisse mourir quelqu'un pour sauver les 5 autres avec leurs organes, enfin avec les organes du mourant. Donc là, ça fait en fait, si on laisse mourir la personne, ça fait le préjudice.
ou sinon on laisse mourir, on essaie de sauver la personne, mais les autres risquent de mourir. Donc là, c'est la partie non-préjudice, où on ne laisse pas mourir quelqu'un, en fait. Et donc là, les résultats, c'est pareil, un peu comme l'étude précédente, c'est que ça suit les attentes implicites. Donc autrement dit, les stratégies d'autoprésentation suivent les attentes. Donc on a envie, enfin, j'ai envie de me montrer, d'après la situation, chaleureux et émotionnel, donc je ne vais pas faire de préjudice, donc je vais essayer de sauver la personne qui est en train de mourir. Au contraire, si la situation me dit ah, il faut que je sois compétent et compétent et comment? Ah, il faut que je sois compétent déjà, compétent et rationnel. Donc je vais faire une stratégie d'autoprésentation qui va faire que je vais accepter préjudice, laisser à mourir la personne pour sauver les 5 autres en utilisant ses organes. On a la 6e étude, et là elle cherche à rentrer dans la partie privée. Donc ce qu'elle se demande, enfin ce qu'elle se pose comme hypothèse, cette étude, c'est que en fait, lorsque les personnes donnent leur avis en privé, ça ne suit pas euh, les attentes créées par la situation. Donc là, on a encore 200 Américains. En fait, ils doivent demander une bourse d'études. Donc c'est un critère, en fait. Et la bourse d'études dit, par exemple, comment elle voit ses étudiants qu'elle aimerait payer. Donc elle les voit de façon chaleureuse ou elle les voit de façon compétente et logique. Et suite à ça, en fait, euh, le sujet va s'imaginer, bien sûr, dans la peau du personnage. Et il va devoir, en fait, déjà donner son avis de façon privée et après de façon publique dans le dilemme du vaccin. Et donc là, je ne suis pas allé voir ce que c'est le dilemme du vaccin. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Mais à mon avis, bah, comme d'habitude, il y a l'idée de préjudice ou non. Et du coup, il y avait trois échelles, toutes sur 7 points. Donc la personne, le sujet devait estimer l'attente de l'organisation. Donc elle s'attend à ce que je sois, euh, enfin que je fasse un certain choix dans le dilemme. Donc elle s'attend à ce que je fasse le préjudice ou elle s'attend à ce que je ne fasse pas le préjudice. Donc la réponse privée, est-ce que je le ferais, est-ce que je ne le ferais pas? Et réponse publique, est-ce que je dirais à l'organisation que je ferais le, comment dire, je sais plus le nom, le préjudice, ou est-ce que je dirais à l'organisation que je ne ferais pas le préjudice? Donc là, il y a la part, comme d'habitude, affective, cognitive. Et donc en fait, encore une fois, si on peut résumer en fait les 3 études, c'est qu'on utilise des stratégies d'autoprésentation qui viennent modifier notre réponse au dilemme selon les attentes d'autrui et non en fonction de notre jugement privé en fait. Et du coup, on peut encore résumer ces 3 études en fait à travers un second petit schéma. Alors celui-ci est simple, c'est par exemple si la situation vous demande euh, d'être chaleureux en fait, à des attentes comme quoi vous êtes chaleureux plus que compétent, de façon publique, vous allez suivre cette attente en ayant un dilemme qui montre que vous êtes chaleureux, que vous êtes plus chaleureux que compétent. Alors qu'en privé, en fait, finalement, vous êtes plus entre deux. Le privé peut être différent en fait. Donc là, égal, c'est surtout la moyenne des sujets en fait. Et au contraire, si on attend, la situation attend de vous que vous montriez compétent et raisonné en fait, et ben en public, vous allez suivre cette logique dans votre dilemme en prenant le choix du préjudice et donc d'être perçu comme plus compétent que chaleureux. Et au contraire, au privé, en moyenne, les sujets sont plus euh, dans un ratio équitable entre les deux. Vient maintenant la dernière expérience, la 7e. Et donc là, en fait, oui, ça avait pris l'exemple des politiciens, en fait, où parfois, malgré ce jugement, où en fait l'autre va venir nous juger comme compétent ou chaleureux, mais rarement beaucoup des deux, en fait, globalement, parfois, on a envie d'être les deux à la fois. On a envie de compenser
ce que le dilemme vient apporter comme jugement. Et là, on peut se demander comment. Et ben, dans l'expérience, on a 401 Américains qui vont lire en fait une petite histoire sur Brad. Et Brad, en fait, on lit en fait son choix par rapport au dilemme du bébé. Donc le dilemme du bébé, c'est dans l'expérience 1.3. Je vais pas le rappeler, mais voilà, on l'a vu plus tôt. Et après, en fait, Brad, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se justifier. Il va justifier son choix. Donc, soit il a fait de préjudice, il a étouffé bébé, soit il n'a pas fait de préjudice, il a laissé bébé pleurer. Il peut justifier de façon émotionnelle ou de façon raisonnée. Donc là, ça fait un peu un plan 2-2. Donc soit il est jugé comme chaleureux et il donne des justifications émotionnelles ou raisonnées, soit il est jugé comme compétent parce qu'il a fait préjudice, et après il donne des justifications émotionnelles ou raisonnées. Ça fait vraiment un plan en 2-2. Et en fait, les résultats, ce qu'ils sont montrés, c'est que quelle que soit la décision de Brad, donc qu'il ait commis ou non le préjudice, ces phrases justificatives viennent augmenter le jugement de Brad, donc en fait en termes de chaleur ou de compétence. Donc par exemple, si sa justification est émotionnelle, quelle que soit sa décision, ça va venir augmenter le jugement chaleureux de façon positive. Quelle que soit sa décision, s'il donne une justification basée sur la raison, la logique, ça va venir augmenter de façon positive son jugement en termes de compétence et de certaines logiques. Et donc pour la discussion, donc là on arrive enfin à la fin de la vidéo, ce qu'on remarque en fait, ce qu'ils ont remarqué d'autres, c'est qu'il n'y a pas juste l'affection et la cognition qui sont tranchées par la morale. Bien sûr, ce modèle en fait, il est validé quel que soit le lieu, donc qu'on soit seul sur une île déserte ou face, enfin, à la télévision face à des millions de personnes. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en présence d'autrui, le dilemme sera plus répandu en fonction du regard des autres sur nous qu'en fonction de ce que nous, on pense vraiment. Et tout dépend en fait de comment on veut être perçu. Tout simplement parce qu'on porte de l'attention à ce que les autres pensent de nous en ce qui concerne euh, en ce qui concerne notre trait chaleureux et notre trait compétent. Et donc pour ça, pour discussion, j'ai fait un petit schéma résumé en fait. Et il est ici. Et donc là en fait, juste ici, affective, cognitive, morale, choix, c'était juste le modèle de base présenté par Green en 2001. Donc c'était le modèle, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il s'appelait comment? C'était le modèle à double processus du jugement moral. Et ce qui est ajouté, c'est qu'en fait, la présence d'autrui dans une certaine situation va créer des attentes. Cette attente va être perçue grâce à la métacognition. Donc, si la personne a une bonne métacognition, elle va être au courant, enfin, elle va se rendre compte de ce que les autres s'attendent d'elle. Et donc, ça va créer des stratégies d'autoprésentation pour pouvoir en fait suivre l'attente que les autres veulent avoir de nous en fait. Et ça, ces stratégies d'autoprésentation vont venir servir de variable médiatrice par rapport à la simple morale. Donc ça peut venir en fait complètement venir changer le choix qui à la base on ferait de façon privée. Suivant le choix qu'on a fait, on peut aussi, grâce à l'expérience 7 qu'on a vu, on peut aussi, pour essayer d'équilibrer la balance, augmenter notre jugement chaleureux en fait avec des justifications émotionnelles, ou augmenter notre jugement compétent en utilisant des justifications basées sur la raison. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Aura été, je sais pas si ça se dit, j'en suis désolé si je parle pas bien français. Mais sur ce, je vais arrêter la vidéo et puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne révision et je vous dis au revoir.